Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver notre invitée de la semaine, Saskia Helmund, pour nous parler de son livre « La tentation du retour » édité chez les Perséides, mais pour parler aussi de beaucoup plus que de ce livre, qui est par ailleurs une source de renseignements sur l'ex-RDA. Donc, bonjour Saskia. Bonjour Nathalie. Donc je crois que mon petit doigt m'a dit que vous revenez de chez vous. Voilà. Mais vous êtes franco-allemande, donc vous êtes aussi ici chez vous, bien évidemment, mais d'Allemagne de l'Est. Donc je précise toujours Allemagne de l'Est parce que je pense que ça vous dérange pas que je le dise. Au contraire. Est-ce que quelque chose a changé aujourd'hui ? Donc moi j'ai retrouvé, donc je suis pas allée depuis 1 an et demi parce qu'à un moment je n'avais pas le temps et ensuite les frontières étaient fermées et ce qui était très dur pour moi, que je pouvais pas retourner dans mon pays d'origine. C'est quand même, c'était un choc, quoi, parce que bon, la frontière franco-allemande, elle est plus fermée depuis des décennies, heureusement. Que tout d'un coup, on laisse plus passer, sauf les gens qui travaillent de l'autre côté, etc. Donc pour moi, c'était très dur à supporter. Et donc là, je reviens de 10 jours passés en Allemagne de l'Est, donc et à Naumbourg où se passe le livre, La tentation du retour, et aussi dans le petit bourg de 2000 habitants où j'ai grandi, où j'ai vu ma mère. Et j'ai la grande joie de constater que non, la mentalité, l'ouverture, l'humanisme, c'est toujours pareil. Comme exemple, quelque chose qui m'a vraiment rendue heureuse, je dirais. Il y a à Naumbourg, donc il y a une cathédrale qui est magnifique, et il y a aussi l'église paroissiale sur la place du marché. Et ils ont un orgue qui a été inauguré par Johann Sebastian Bach en 1746. Voilà, donc ils sont très fiers de l'orgue parce que c'était aussi construit un peu d'après ses conseils. Donc c'est un orgue où on peut écouter la musique de Bach comme lui l'a conçu, comme lui l'a entendu lui-même, etc. Et donc ils font des concerts, bien évidemment, régulièrement. Et l'été, ils font même des concerts à l'heure de midi. Et ils jouent toujours au moins un morceau de Bach, aussi d'autres compositeurs, mais évidemment c'est obligatoire de jouer du Bach. Bach est incontournable à Naumbourg. Voilà. Et donc je suis allée avec ma fille de 8 ans pour ce concert mercredi midi. Et actuellement en Allemagne, à cause du Covid, il faut laisser son adresse partout dans les musées, même dans les restaurants, pour si jamais il y a un cas, on peut retrouver les gens. Et là, ils avaient même une liste avec des questions à cocher. Et une des questions, c'était depuis 2 semaines, est-ce que vous avez été à l'étranger ? Et vu que je venais de l'étranger, j'ai coché oui. Et donc la dame de la paroisse qui a vu, qui m'a dit, ah oui, mais là, s'il y a une réponse oui, normalement, on ne peut pas vous laisser entrer, vous ne pouvez pas participer au concert. Et donc, j'ai expliqué que tout simplement, je vivais en France, que je suis allemande, ce qu'elle a bien constaté, vu que je n'ai pas d'accent quand je parle allemand. Elle m'a... Oui, je portais un t-shirt avec le Petit Prince. Elle m'a dit, oh, le Petit Prince. Et je pense que ça a joué aussi un rôle. En tout cas, elle doit aimer le Petit Prince. Et elle m'a dit de continuer vers la caisse pour acheter le billet. Et finalement, elle a quand même parlé au sacristain. Elle a dit, ah oui, la dame. Et donc, j'ai dit au sacristain, oui, je peux me mettre dans un petit coin loin des autres s'il faut, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Il m'a dit, non, de toute façon, on va vous donner des places, vu que il faut respecter les distances, etc. Donc, les gens sont guidés vers une place pour que chacun a une distance. Et il m'a laissé entrer. Et pour moi, c'est vraiment très, très fort. Quand moi, j'entends Bach, je sais que je suis chez moi. C'est une musique, une fois ça m'est arrivé dans les Pyrénées, dans une église, c'était juste la musique enregistrée qui passait dans l'église, et j'étais instantanément en Allemagne de l'Est.
Voilà, en écoutant donc Bach. Et donc je suis vraiment très heureuse que, alors que le règlement disait il fallait pas me laisser entrer, d'après ce qui officiellement, voilà, ils auraient dû m'exclure, mais ils n'ont pas respecté le règlement. Pour me permettre d'écouter donc Bach et d'autres compositeurs sur l'orgue de cette église qui s'appelle Sankt Wenzel et qui est donc au cœur de Naumbourg. Et vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises, en ex-RDA, l'humain prime toujours sur le travail et l'argent, par exemple. Oui, peut-être pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de monde. Voilà, oui. Et pour moi, c'est important. Et c'était comme ça en RDA, vu qu'il y avait personne qui était pauvre, ni personne qui était vraiment riche. Les gens étaient tous à peu près égaux. Donc, effectivement, l'argent, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ou des titres, ou l'ouvrier, après la fin de sa journée, il allait prendre un verre au bistrot avec son directeur. Qui gagnait un peu plus, quand même, bien sûr, mais c'était pas significatif. Donc, il n'y avait pas comme les États où voilà, on se côtoie. Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, en tout cas pas. Les gens se côtoyaient, tout le monde se côtoyait, et ça, du coup, on garde un accès plus direct, plus facile, plus simple à l'autre. Tout bêtement. Par exemple, à Naumbourg, donc je suis pas née là-bas, j'ai pas grandi. C'est une ville que j'adore pour son patrimoine, justement. Donc j'ai pas d'amis, mais j'arrive à parler très facilement avec des gens, des vendeuses, des guides dans un musée ou dans un bâtiment que je visite, et ça dépasse toujours le simple, ce qui est nécessaire pour la question professionnelle, ou des toutes petites choses. Donc le dernier jour, moi je ramène toujours un peu de pain parce que le pain allemand c'est très différent du pain français. Et donc j'ai demandé à la vendeuse, un pain qui se garde malgré la chaleur, parce que là j'ai traversé la France avec une chaleur considérable. Et là en Allemagne aussi il faisait très très chaud. Et donc justement j'ai dit oui, je vais voyager, le pain va voyager. Est-ce que vous pourrez me conseiller quelque chose qui va pas se perdre et qui va pas moisir très vite? Donc elle m'a donc conseillé, et à la fin quand elle m'a donné le pain et j'ai payé, elle m'a dit revenez-nous sains et saufs. Alors qu'on se connaît pas, on n'est pas copines, c'est juste le fait, vu que j'ai dit que je vais voyager. Et moi, je trouve ça beau. Il y a une relation de proximité qui est propre à l'ex-RDA et, pour moi, oui. et au système politique qui allait avec à ce moment-là, quoi. Vous dites, on était tous logés à la même enseigne. Pratiquement, oui. En tout cas, plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Après, il y avait les fonctionnaires qui étaient plus égaux que les autres, bien sûr, comme partout. Mais la majorité de la population, effectivement, je pense que les gens se sont sentis à peu près égaux. Et d'ailleurs, parce que l'autre jour, on a parlé de la liberté d'expression, quelque chose que les Allemands de l'Est déploient beaucoup et qui les a choqués, qu'ils ont découvert après la réunification. Donc, en Allemagne de l'Est, vu que les hiérarchies n'étaient pas très rigides, etc., si on n'était pas d'accord ou si on n'aimait pas un travail que le chef, le directeur donnait à l'ouvrier, à l'employé, il le disait. Il disait, ah non, je suis pas qualifié pour ça, j'ai pas envie de faire ça, ou ça, je trouve pas, c'est pas bien, comment tu fais et aujourd'hui, de peur de perdre le travail... C'est assez mal vu. Voilà. De dire à son chef qu'on n'a pas envie de faire ce qu'il nous demande. Mais, oui, mais à l'époque, c'était possible. S'il y avait une raison, il y avait une raison valable derrière. Effectivement, c'était pas juste là, j'ai pas envie. Mais j'ai lu des témoignages qu'on demandait aux gens des choses, ils n'étaient pas vraiment qualifiés pour ça. Donc, je dis, ah mais non, ça, c'est pas pour moi. C'est pas moi, ma qualification, c'est autre chose. Donc, pour ce travail-là, vous devez trouver quelqu'un d'autre. Les gens osaient dire ça parce que on n'était pas licenciés, ça n'existait pas. Et donc, ils ont constaté, à leur grande surprise, que en Allemagne de l'Ouest et dans d'autres pays, plutôt, on ne dit pas ce qu'on pense vraiment des consignes du chef, de peur justement d'être licencié. Donc là, du coup, il n'y a pas de liberté d'expression, pas vraiment. Alors qu'en théorie, oui. En théorie, oui, bien sûr. Il y a une autre anecdote que vous relatez dans votre livre, et à laquelle on pense bien évidemment pas. Ce qui rejoint un petit peu tous logés à la même enseigne, c'est par rapport à la mode. Et vous dites c'est
un des critères distinctifs peut-être entre un Allemand de l'Est et un Allemand de l'Ouest. Qui peut toujours exister, oui. Qui existe toujours, peut-être. C'est les couleurs qui ne sont pas forcément toujours coordonnées entre le haut et le bas. Et ça vient du fait qu'à l'époque de l'ex-RDA, eh bien, quand vous alliez acheter un vêtement, vous preniez bien, la taille qu'il vous fallait, mais vous preniez en fonction de l'approvisionnement. Voilà. Et donc, ce qu'il y avait. Voilà. Et que vous n'étiez pas. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Ce chichi entre oui, ça va pas avec ça, et vous preniez ce qu'il y avait, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait souvent un manque, il n'y avait pas assez. Donc, si on avait, on prenait, voilà. Et si ça allait pas avec le pantalon, tant pis. Donc, c'est encore un signe qu'on peut retrouver. Ça peut, pas tout le monde, etc. Mais quelquefois, je vois encore, je me dis, ah oui, d'accord. Là. Donc, ça, c'est un Allemand de l'Est. Voilà. Très, très probablement, après. Ouais. Après, ça peut être aussi un manque de goût qui peut se trouver aussi partout, à l'Ouest et partout. Partout, voilà. C'est une anecdote à laquelle, effectivement, je n'avais pas forcément pensé quand on a la chance d'avoir toujours des magasins surapprovisionnés et qu'on a cette orgie de choix, je dirais, parfois, parce que c'est un peu ça. On ne pense pas que... C'était valable aussi pour j'imagine, pour les... Je l'ai vu en Russie, donc j'imagine qu'en RDA, c'était pareil, les magasins alimentaires. Oui, pareil. Ouais, pareil. On ne décidait pas de ce qu'on allait manger. On mangeait ce qu'on trouvait. Voilà. Voilà. C'était un peu... Il y avait quand même un choix, mais beaucoup moins grand que de l'autre côté du mur. Ouais. Et ça, c'est des résidus encore aujourd'hui dans l'Allemagne de l'Est. Alors j'imagine que c'est approvisionné. Oui, bien sûr, comme partout. Mais est-ce qu'il y a des réflexes quand même? Est-ce que la population a toujours ce réflexe, garde ces réflexes, ce conditionnement en fait de... Je pense au début les gens ont tout testé, tout ce qui était nouveau, bien sûr, c'est normal. Et après il y a quand même, ils sont quand même aujourd'hui très attachés aux quelques marques, aux quelques produits qui ont survécu à la réunification, parce que beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises ont fermé, donc on ne retrouve plus ce qu'on connaissait. Donc moi aussi, quand je vais là-bas dans un supermarché, je cherche qu'est-ce qui reste, voilà, qu'est-ce qui reste de l'Allemagne de l'Est. Voilà. Quels produits existent encore, et je suis toujours content quand j'en trouve encore. Il n'y a pas beaucoup, mais où ça a été racheté ensuite par une usine ouest-allemande. Donc c'est encore le même nom, le même emballage, mais le produit à l'intérieur a changé. Oui, parce que c'est aussi un aspect qu'on oublie, c'est que c'est comme si un peu l'Allemagne de l'Ouest était arrivée avec son argent et a racheté énormément. Donc même dans son patrimoine, l'Allemand de l'Est a été un peu dépossédé quand même. Ah oui, complètement. Donc à Hambourg, il y a des quartiers entiers 1900, donc des villas magnifiques, grands, avec des fenêtres, des vitraux à nouveau, des choses comme ça. Et je pense à l'époque de la RDA, c'était souvent découpé en plusieurs appartements. Et aujourd'hui, on voit souvent comment dire, sur les boîtes aux lettres ou même dans une fenêtre, avocat ou etc. Donc ça a été racheté par des gens qui ont de l'argent et qui ne viennent pas de l'Est. Donc c'est vraiment, oui, il y a une partie de l'immobilier, une grande partie de l'immobilier à l'Est qui est aujourd'hui possédée par les Allemands de l'Ouest. Oui, donc c'est pas que les entreprises ni que les industries, c'est aussi ça dans va plus le domaine loin. privé, oui, quoi. Ça va plus loin, ouais. D'où cette sensation d'avoir été dépossédé ou colonisé, jusque dans le patrimoine, jusqu'au niveau du patrimoine. Oui. Donc si en plus ils ne peuvent même plus manger les marques qu'ils mangeaient... En grande partie non, on peut plus, on retrouve plus les mêmes choses. Ouais. Bon, eh bien écoutez... il nous reste encore une journée. Il y a encore un thème que j'aimerais aborder avec vous pour comprendre toujours. Donc je rappelle le titre de votre livre, La tentation du retour, édité chez Les Perséides. Merci Saskia et à demain. À demain. Saskia Helmut, La tentation du retour. Le lendemain matin, Sigoune se lève plus tôt que d'habitude. Elle allume son portable juste après avoir pris sa douche.
Elle cherche des informations, les concerts au château de Gossec, le fonctionnement de l'association qui en assure la programmation. Elle avait visité l'église du château baroque à la fin de l'été avec un guide qui y avait effectué sa scolarité. Le site a d'abord été occupé par une forteresse qui avait été transformée en monastère bénédictin au XIe siècle. Sécularisés après la Réforme, les bâtiments ont été reconstruits pour abriter une châtellenie. Celle-ci, supprimée à la fin de la guerre, a accueilli l'école et le collège du village jusque dans les années 90. Elle va également sur le site de la mairie, trouve la liste des associations de la ville, chorales, activités sportives, clubs de retraités. Il y a de tout, mais rien ne l'inspire vraiment. Sur le site de la bibliothèque municipale, elle ne trouve pas la moindre annonce d'une quelconque manifestation. C'est un des points faibles de cette ville. La vie littéraire y est quasiment nulle. L'unique librairie ne vend pas un livre qui l'intéresse. Rien que des best-sellers, des polars et de la science-fiction, des histoires à l'eau de rose, des livres de recettes ou sur le développement personnel. Pourtant, elle a acheté plusieurs livres depuis son arrivée. Elle cherche sur Internet, lit plusieurs critiques pour se faire une idée du contenu et de l'écriture. Ensuite, elle commande. Jamais sur Internet, toujours auprès du libraire. C'est sa façon à elle de se réapproprier son pays, de chercher à comprendre comment on pense aujourd'hui ici, quels sont les problèmes, les défis, les hantises. Souvent, elle choisit des romans qui parlent de la vie en RDA ou en Allemagne de l'Est après la réunification. Se rassurer, ne pas être la seule qui sente la différence profonde, la douleur de la perte, la difficulté à se construire une identité. Ici, elle se sent parmi les siens. Tout le monde porte les mêmes stigmates. C'est normal. Les souffrances des uns et des autres s'allègent car elles sont partagées par beaucoup de personnes. Cela comporte le risque de se couper des autres, du reste du monde, de tourner en rond autour de ce qu'on a en commun, par peur d'être dévalorisé à l'extérieur, par peur que la douleur intérieure, une fois mise à nu, ne soit exploitée. Elle connaît ces réactions de renfermement, de rejet. Toute communauté qui se sent menacée refuse l'altérité. Elle espère qu'à Naumburg, elle trouvera assez d'espace pour respirer, tout en gardant son identité particulière. Une identité faite de briques et de brocs. À la base, la RDA, l'Allemagne de l'Est. Ensuite, elle y a ajouté un zeste de vie parisienne. Puis elle a appris l'autre Allemagne, celle de l'Ouest, pendant 2 ans à Stuttgart. Plus tard, elle a fait sa thèse entre Metz et Sarrebruck, au beau milieu de régions frontalières blessées par tant de guerres, écartelées entre 2 cultures, 2 langues, 2 États. Ensuite, retour à Paris. Elle est devenue française. Acquisition de la nationalité, sans lâcher l'Allemagne, bien sûr. La voilà double, dédoublée. Aux questions étonnées, si elle pouvait dorénavant voter pour Angela Merkel ou Nicolas Sarkozy, elle s'est empressée de répondre « ou contre ». Finalement, elle est arrivée en Bretagne, qu'elle a aimée d'emblée. Les Bretons portent en eux une blessure qui ressemble à la sienne. La perte, le rejet, l'humiliation. Ils font avec, se battent, ont besoin de se rassurer en groupe, aux fest-noz, aux fêtes dans les ports, au pardon. Ce qu'on appelle à Paris l'identité bretonne est en vérité leur façon de surmonter un traumatisme, de sauver les quelques meubles qui restent, de continuer à nager coûte que coûte pour ne pas sombrer. De là sort une très grande force, quasi mythique, une force de l'âme, une générosité. Ici, à Naumburg,
Le chemin sera encore long avant d'arriver au même résultat. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.